Bonjour à tous, dans Point de vue cette semaine, nous allons revenir sur un sujet qui nous concerne tous, la mobilité, les transports et les embouteillages. Vous le savez, la rocade bordelaise est régulièrement saturée. On en parle en détail avec notre invité. Bonjour Benoît Simian. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de TV7. Alors, quelques mots vous concernant parce qu'on va parler des transports et c'est votre spécialité. Vous êtes député La République En Marche du Médoc et vous êtes aussi un ancien cadre, enfin toujours cadre à la SNCF, ça c'est pour le côté société civile. Et à l'Assemblée nationale, vous êtes aussi en charge de cette question des transports. Alors, je refais juste un petit peu de contexte. En septembre, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, ouvre et lance les grandes assises de la mobilité. C'est une grande consultation qui va s'étendre jusqu'au mois de décembre pour déboucher en 2018 sur un projet de loi. Donc voilà le contexte. Et je voudrais qu'on le ramène sur des choses très concrètes qu'on vit tous les jours en Gironde. C'est cette rocade bordelaise qui est saturée. Concrètement, sur quoi vous réfléchissez, vous, en tant que député en charge de cette mission et qui s'intéresse à cette question des transports? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui subissent ça tous les jours? Alors, je suis à la Commission des finances en charge du rapport spécial sur les transports et naturellement, je participe aux travaux des assises qui ont été lancés le 19 septembre par Elisabeth Borne. Donc, il y a des ateliers territoriaux auxquels l'ensemble des citoyens peuvent participer par le biais d'une plateforme numérique, mais aussi sur le territoire. J'organise moi-même en Médoc un atelier le 27 novembre à Castelnau du Médoc, à 18h, le lundi 27 novembre. Ma collègue députée d'Arcachon, Sophie Panonacle, organise aussi un atelier citoyen. Donc tous ces ateliers territoriaux participent à alimenter la réflexion au niveau national qui débouchera sur une loi d'orientation des mobilités au premier semestre 2018, organisée en 3 parties. Un premier volet sur une programmation des grands travaux d'infrastructure, un deuxième volet sur la libéralisation du ferroviaire et le troisième volet qui nous concerne en Gironde sur la stratégie des mobilités. Quelle mobilité pour demain? Je crois que la question qu'il faut se poser, c'est régler le défi de la congestion et de la pollution. Et Bordeaux, sur la congestion, est le cas emblématique au niveau national. Donc il y a des solutions qui existent, qui sont menées dans d'autres pays européens. Donc pour ma part, je participe aux travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, qui est un comité ad hoc qui se réunit avec un certain nombre d'experts dans le cadre de ces assises de la mobilité. Il y a des solutions innovantes. Je vois là le pont d'Aquitaine. On pourrait tout à fait imaginer la solution qui est retenue en Belgique, des péages intelligents. Alors, expliquez-nous, parce que quand on dit péage, tout le monde commence à avoir un peu peur et se dit ça va encore nous coûter très cher cette histoire. Mais qu'est-ce qu'un péage intelligent? D'abord, c'est quoi et ça peut amener quoi? Alors, les péages intelligents, typiquement, c'est sur les heures de pointe. Quand on voit un certain nombre de poids lourds sur nos axes routiers bordelais, il s'agirait de limiter les poids lourds sur certaines heures, notamment les heures de pointe, le matin et le soir. Donc ces péages intelligents, ça retiendrait les poids lourds, ça éviterait de les avoir sur la rocade, tout simplement. Exactement. Et donc c'est aussi une recette substantielle pour entretenir l'infrastructure qui coûte extrêmement cher. Par exemple, la mise à 2 fois, 3 voies de la rocade. Donc tout ça alimenterait les caisses pour financer les projets d'infrastructure. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi raisonner en termes de financement. Le transport doit payer le transport. Il faut qu'on retrouve les grands équilibres économiques compte tenu de l'état de nos finances publiques. Mais concrètement, ces péages intelligents, ce seraient donc principalement les poids lourds qui seraient les contributeurs ou ça concernerait tout le monde? Alors après, je pense qu'il faut réfléchir de façon concertée à la meilleure des solutions pour régler ce problème de la congestion. On peut aussi regarder du côté... Il n'y a rien de tranché, hein. On est là dans le cadre des assises, donc je ne prétends pas détenir la solution. Il faut y travailler à l'ensemble des acteurs. On peut aussi regarder du côté des péages positifs. Alors les péages positifs, c'est quoi? À Rotterdam, c'est typiquement gratuité du réseau pour ceux qui covoiturent. On voit trop souvent sur la rocade bordelaise des personnes seules dans les voitures. Donc le péage positif rendrait gratuit le réseau pour des personnes qui covoiturent. Ou encore, par exemple, stationnement gratuit pour un certain nombre d'usagers en contrepartie du covoiturage. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des solutions de péage positif. Alors
Alors tout ça, c'est un volet de réflexion, vous êtes déjà dedans, ça peut déboucher sur des préconisations, pourquoi pas des aménagements, des décisions? Alors, oui, tout ça devra être formalisé dans le troisième volet, de la loi d'orientation des mobilités. Au niveau, national, depuis 1982, la loi d'orientation des transports, intérieurs, on n'a pas eu de grande loi des mobilités. Donc tout ça, bien entendu, il faut le cadrer, il faut que ça soit régulé. Dans la loi Grenelle, il y a la possibilité du péage urbain. Et pourtant, aucune ville, pour des raisons que l'on peut comprendre aisément, Des raisons n'a politiques. franchi le pas. Et surtout de l'équilibre, parce que le péage urbain qui est prévu dans Grenelle 2 est prévu sur une durée de 3 ans. Aucun industriel ne trouve le sujet rentable pour 3 ans. On est sur du temps long là. Donc, il y a des solutions aussi. La mobilité est en train de changer. On va vers l'autopartage, on va vers les véhicules électriques, on le voit. J'essayais moi-même avant-hier à Paris un véhicule hydrogène. Donc il y a des solutions qui existent. Et puis surtout, remettre le curseur sur les transports du quotidien. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que le transport du quotidien, il y a le tramway, mais pour les autres villes et même en périphérie, c'est quoi un transport du quotidien en périphérie de Bordeaux? Les transports du quotidien, alors typiquement sur l'étoile bordelaise, on a la chance d'avoir un réseau TER extrêmement maillé. Pour la partie me concernant, par exemple, le TER Bordeaux-Le Verdon, sous Lac-sur-Mer. On a un cadencement avec un train toutes les 30 minutes en heure de pointe. Il faut aujourd'hui amener de la fiabilité à ce service. Donc Ce service est trop faire souvent une sorte de défaillant. métro, un RER, Exactement, l'équivalent. une sorte de RER. On pourrait parler de TER métropolitain. Mais pour ça, il faut améliorer la fiabilité. Parce que l'outil existe, mais on voit bien que le transport, l'offre proposée n'est pas fiable. Tous les jours, on entend parler des trains supprimés, trains en retard. Pourquoi? Parce qu'on a un réseau sur lequel on a sous-investi depuis 30 ans. On a laissé le réseau partir à volo. Alors, la région, depuis qu'elle a récupéré cette compétence dans les années 2000, fait beaucoup. Mais elle ne peut pas tout faire seule, elle a besoin du soutien de l'État dans le cadre des contrats de plan État-région, et l'État doit être au rendez-vous donc, de ces transports au quotidien, qui sont autour des métropoles, puisque les trajets pendulaires sont quand même, on le voit quotidienement. C'est là où ça coince, clairement. Bien sûr, c'est là où ça coince. Ouais. Voilà. Il y a un autre sujet qui est devenu un serpent de mer, c'est le grand contournement. Est-ce qu'on peut... C'est toujours dans les tuyaux, c'est totalement écarté, ça peut voir le jour. Vous qui êtes maintenant aujourd'hui un député de la majorité présidentielle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là? Alors, d'abord, c'est tout l'objet du Conseil d'orientation des infrastructures qui est piloté par Philippe Duron, puisque la ministre a annoncé une pause dans les grands chantiers d'infrastructures. Pause ne veut pas dire qu'on arrête tous les projets, mais en tout cas, on va phaser différemment les projets qui étaient lancés. Si on ne faisait pas ça, on ne respectait pas le cadrage budgétaire qui nous est alloué, puisqu'il aurait manqué 10 milliards. Donc il s'agit de rephaser les projets. Le grand contournement n'était pas acté, hélas. Donc je crois qu'il faut plancher sur ce sujet. Parce que c'est une décision que l'on prendra maintenant, qui verra le jour dans 15 ans. On le voit avec les études environnementales. Néanmoins, dans les grands projets d'infrastructure pour le Sud-Ouest, il y a GPSO, le TGV vers l'Espagne et vers Toulouse. Et là, je crois qu'il faut aller vers la sécurisation du tracé, vers la sécurisation de ce projet. Donc la suite, parce que c'est aussi les trains du quotidien, on le voit. La LGV qui s'arrête maintenant aujourd'hui à Bordeaux, Paris est à 2h04. L'idée, c'est d'aller sur Toulouse et de descendre vers l'Espagne. Donc ça, il y a un vrai problème de financement. Ça peut faire partie aussi des transports du quotidien. Si on amène Mont-de-Marsan à demi-heure de Bordeaux, ça participe aussi à décongestionner l'aire urbaine métropolitaine, puisque un certain nombre de salariés iront vivre du côté de Mont-de-Marsan pour faire des trajets domicile-travail, Mont-de-Marsan, Bordeaux. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Le TGV fait partie des transports du quotidien. Un certain nombre de cadres de salariés se rendent sur Paris quotidiennement maintenant et font l'aller-retour dans la journée. Voilà. Est-ce que, je reviens sur la question du grand contournement, est-ce que vous, député La République En Marche, vous êtes favorable à cette construction? Oui, moi j'y suis favorable complètement. Je crois c'est notre responsabilité de décider maintenant pour que ce projet voit le jour dans une dizaine d'années au mieux, pour les générations futures.
Benoît Simion, qui est-ce qu'on met autour de la table? Le département, la ville de Bordeaux, la métropole, la région, il faut tout le monde ou ça peut se faire un peu plus en comité restreint, au moins pour avoir un accord de principe? Écoutez, ce sujet a été abordé lorsque le Premier ministre Édouard Philippe est venu rencontrer les élus locaux. Il a été mis de nouveau sur la table pour les assises de la mobilité qui se sont tenues sous l'égide du préfet donc de la Nouvelle-Aquitaine avec Alain Juppé il y a peu. Donc bien entendu, c'est un sujet, je pense, où aujourd'hui on est à maturité et il faudra trouver des solutions. Alors personnellement, j'aime bien l'idée des barreaux entre les différentes autoroutes qui permettraient de lancer un contournement par cette partie. Pourquoi j'aime bien ce projet-là? Parce qu'il est financièrement atteignable et financièrement on peut le boucler, quoi. Donnez-nous quelques idées de barreaux qui seraient pertinents à la lueur des bouchons qu'on connaît aujourd'hui. Ben, écoutez, si on prend les trois réseaux autoroutiers par l'Est, la 63, la 65, on peut tout à fait imaginer de relier l'ensemble de ces réseaux. Donc créer des sorties et faire cette espèce de contournement finalement, En c'est fait, ça? ça revient à faire le contournement. Bon, et ça, pas avant une dizaine d'années. Écoutez, quand on voit les contraintes environnementales maintenant, quand on décide un projet de cette ampleur-là, on voit bien que c'est une quinzaine d'années à partir du moment où on le décide. Alors vous parliez de congestion, mais la congestion, ça rime aussi avec pollution. Et si on ne trouve pas des solutions justement pour décongestionner, on crée cette fameuse pollution. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a à la fois une urgence de construire quelque chose, de répondre, sous peine d'avoir des embouteillages monstrueux qui dégagent des gaz, etc. C'est infernal. Alors, je crois que pour revenir au sujet du grand contournement et puis aller vers votre question, tous les économistes des transports se sont plantés. C'est la route qui a encore un avenir certain. Avec les véhicules électriques, les véhicules autonomes, l'autopartage, la route a un avenir tracé. Néanmoins, il faut, sur les zones denses, mailler le territoire et utiliser le transport guidé, qui est une solution de transport propre. C'est la mobilité durable. Il y a aussi le vélo et assistance électrique. Il y a tout un tas de modes qui existent pour réduire les gaz à effet de serre. Donc bien entendu, on doit travailler, mais c'est une politique globale qui ne doit pas être vue d'un côté de la lorgnette. Donc on doit voir pour tous les modes et travailler avec toujours le souci de l'intermodalité. Alors, Benoît Simon, il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu de politique aussi et de votre parti, La République En Marche. Il semblerait qu'il y ait quelques soucis de démocratie interne, que ça ne discute pas autant que certains le souhaiteraient. Une centaine de marcheurs, comme on les appelle, ont claqué la porte de La République En Marche, ont même fait une tribune assez salée, puisqu'ils comparent le fonctionnement de votre parti à l'ancien régime. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, vous? Vous pensez que ça ne discute pas? C'est très autoritaire? Il y a une ligne, une seule tête? Écoutez, il y a le buzz et il y a la majorité silencieuse. Pour ma part, j'arrive d'un parti, du Parti socialiste, donc j'ai une histoire politique, et je peux vous dire qu'on est largement consulté, on peut facilement échanger avec les cadres dirigeants du parti. Mais est-ce que vous pouvez du mouvement décider, est-ce que vous pouvez En Marche, donner, est-ce ce que qui vous pouvez n'était donner pas une ligne? forcément le cas d'où je viens, où tout était relativement verrouillé et on était dans un entre-soi. Donc là, je crois que c'est un mouvement qui est jeune, qui se construit, qui se co-construit avec l'ensemble des citoyens. Donc c'est un beau challenge. Donc bon, voilà, je ne réagirai pas au buzz médiatique qui En est tout cas, fait. si on va prendre quelque chose qui n'est pas du buzz, mais qui est un fait concret, c'est que celui qui est candidat à l'élection, à la direction générale d'En Marche, il n'y a qu'un seul candidat, c'est Christophe Castaner. Donc voilà, élection sans suspense, élection à un candidat, élection à un tour. Même certains députés de Gironde parlent de nomination aussi en parlant de lui. Est-ce que ça vous semble cohérent et ça va avec cette jeunesse de ce mouvement-là, ou c'est peut-être une maladresse finalement du chef de l'État qui veut surtout pas qu'il y ait de bazar et que ce soit pas la division qui s'installe tout de suite? Écoutez, Christophe Castaner a le profil idéal. C'est un bon communicant, il est compétent, il était à l'origine du mouvement En Marche, parce qu'il faut quand même avoir ce souvenir d'où on vient, d'où part tout ça. Et à la base, il faisait partie du premier cercle aux côtés du président de la République. En plus,
c'est comme moi un Girondin dans l'esprit, puisque c'est un homme C'est un de la provincial. province. Voilà. Donc, un ancien maire aussi. Ce profil, je crois, est assez reconnu unanimement. Après, que le président de la République oriente dans une direction, ça me paraît bien normal à partir du moment où ce mouvement est celui de la majorité présidentielle. Après, pour les esprits chagrins, j'ai envie de leur dire ce qu'on n'a pas toujours connu dans un certain nombre de partis. Nous n'avons pas de problème de leadership. Donc nous avons ce profil qui semble tout à fait correspondre à la Donc quand situation. vous dites ça, vous dites regardez balayer devant vos portes, Oui. donc vous pensez à vos amis, vos anciens amis du Parti Socialiste, toujours vos adversaires des Républicains, où là il y a cette question du leadership qui est posée. Écoutez, voilà, je crois qu'il faut, en effet, ceux qui critiquent cette situation doivent en effet regarder devant leur porte. Un mot quand même, parce que Christophe Castaner, peut-il rester ministre? Il est ministre des Relations avec le Parlement. C'est un poste essentiel parce que ça met du rouage entre le gouvernement, enfin de l'huile dans les rouages entre le gouvernement et l'Assemblée et la majorité présidentielle. Ça vous gêne ça, un patron de parti, à la fois ministre, qui a une double casquette comme ça, c'est une forme de cumul? Écoutez, oui, un ministre fait de la politique. Oui, un maire fait de la politique. Et Donc, pourtant, vous étiez maire, mais vous n'avez pas pu garder cette casquette faute j'étais maire de Ludon-Médoc et en même temps, j'ai été secrétaire fédéral du parti auquel j'appartenais à l'époque. Ça ne m'a pas empêché d'exécuter les 2 missions du mieux que j'ai pu. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Là, pour moi, il n'y a pas de sujet. Christophe Castaner peut tout à fait avoir sa vie de militant au sein du mouvement En Marche et en même temps participer à l'exécutif, au gouvernement en tant que ministre des Relations avec le Parlement. Au contraire, je trouve qu'il y a une synergie forte puisqu'il échange énormément avec l'ensemble des parlementaires et c'est très cohérent, c'est très transversal. Alors, je résume. Donc, il n'y a pas de problème d'autorité ni d'autoritarisme En Marche. Vous dites finalement ça discute quand même. Ceux qui ne sont pas contents s'en va. Juste sur ce point-là, on a vu, vous qui venez du Parti Socialiste, on a vu des frondeurs, eux, refuser de partir durant le quinquennat précédent. Est-ce que lorsque vous étiez encore socialiste, on remonte un peu le temps, vous auriez apprécié que ceux qui n'étaient pas contents au PS prennent la porte ? Que ceux qui n'étaient pas contents au PS prennent la porte. Écoutez, moi, je regarde pas... Parce que là, vos frondeurs, ceux qui vous critiquent s'en vont, mais c'est tout bénéfice pour vous, quoi. Vous pouvez pas rêver mieux comme situation. Je regarde pas derrière, je regarde l'avenir. Et l'avenir, c'est un mouvement aujourd'hui qui est le premier mouvement, en tout cas politique en France. La démarche a été assez inédite. On a cassé tous les schémas en un laps de temps record. Tout ça a été porté par l'ensemble des marcheurs. Voilà, moi je crois qu'il faut se structurer. Ça prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est comme dans une entreprise. Donc il faut que tout ça se mette en ordre de marche pour aller vers les élections européennes qui nous attendent en 2019 et les élections municipales en 2020. Alors, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Benoît Simian, le député de La République En Marche de Gironde, ex-maire de Ludon-Médoc, et vous parliez des élections, vous me faites la transition. Il ne vous a pas échappé qu'Alain Juppé a prôné un rapprochement pour les élections européennes de 2019 avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous qui êtes un ancien socialiste, vous sauriez imaginer un jour faire, pourquoi pas, cause commune avec Alain Juppé, ex-président de l'UMP par exemple? C'est ça le nouveau monde, les frontières tombent les unes après les autres? Alain Juppé a dit qu'il était en mouvement. Donc, il a bien reprécisé les choses aux Il a dit qu'il médias. n'était pas en marche. Il a dit je ne suis pas en marche, mais ni immobile, mais en mouvement. Donc, voilà. Il y a une nuance que vous allez nous décrypter. Je vous laisse, ça c'est votre boulot de décrypter. C'est pas le mien. Chacun. Non, mais vous percevez comment? Vous êtes député d'En Marche, vous voyez le maire de Bordeaux vers qui le regard se tourne toujours. Nous sommes à un tournant de notre histoire politique où l'ensemble des forces progressistes se sont unies pour sortir le pays de l'ornière. Parce que nous sommes dans une situation, ça n'aura échappé à personne, une situation qui est compliquée. Donc l'esprit du mouvement En Marche, qui est un mouvement où la double appartenance est possible, c'est justement d'aller vers ces progrès, et de réussir ensemble une politique pour sortir le pays de la crise et transformer un certain nombre de choses. Donc qu'Alain Juppé regarde vers d'autres mouvements,
Écoutez, je ne suis pas trop surpris compte tenu des positions qu'est en train de prendre une partie de son camp. Laurent Wauquiez, qui a été rejoint par Madame Calmels il y a peu. Donc oui, je pense que la situation de Donc l'UMP l'Europe, de l'époque, on en est loin. ça fait un clivage, quoi. L'Europe, ça fait un clivage, et les pro-européens peuvent se retrouver, qu'ils viennent de droite ou de gauche, peuvent se retrouver dans la démarche de Macron. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, le seul à parler de l'Europe positivement, parce que oui, l'Europe d'aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Et, il faut travailler pour une meilleure construction, pour aller vers l'idéal européen. Une Europe plus sociale notamment. Emmanuel Macron, quand il a fait sa tournée des capitales cet été, il a quand même obtenu des résultats concrets, notamment sur les travailleurs détachés. Donc je crois qu'il faut travailler pour l'idéal européen plutôt que de déconstruire. On voit aujourd'hui la posture délicate des Anglais avec le Brexit. Donc il faut faire attention aux discours populistes. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux agir de l'intérieur plutôt que de sortir et de critiquer ce qui est stérile. Voilà. Donc je ne suis pas surpris en effet Donc qu'Alain vous y Juppé voyez, ce positionnement modéré. c'est quoi? C'est le début d'une main tendue? C'est quoi? Vous pensez que ça va, ces mots ont quand même un sens quand il dit ça? C'est une aubaine pour vous? Vous dites, on peut encore aller plus loin dans la décomposition politique? Écoutez, moi, dans l'esprit girondin dans lequel je travaille, je suis ravi qu'Alain Juppé regarde vers le mouvement En Marche. Après, c'est à lui de clarifier son positionnement. Je vous invite à l'inviter après moi sur ce plateau et il vous en dira plus. Il est tout à fait, je pense, à même de gérer ce Alors, genre de vous nous avez parlé aussi communication. vous avez parlé aussi des municipales. Donc ça, c'est 2020, voire 2021. A priori, tout ça n'est pas encore tranché. Mais néanmoins, c'est le vrai objectif de La République En Marche. C'est de s'installer à l'échelon local. Vous avez commencé finalement par la fin, parce que vous avez commencé par gagner la présidentielle, gagner les législatives, et vous faites le chemin à l'envers. Vous savez, les partis d'habitude se construisent, gagnent les étapes les unes après les autres, vous partez dans l'autre sens. Enfin, pas moi. Moi, j'étais maire. Vous étiez, vous étiez je fais justement. partie des... C'est quoi l'idée? C'est de gagner des villes, bien entendu. Il faut, pour gagner en crédibilité, en stabilité, et inscrire ce mouvement dans la durée, la case municipale est incontournable aujourd'hui. Écoutez, Il faut se préparer pour ça. D'abord, on parlait de l'Europe, il y a les élections européennes. On nous parle aujourd'hui de listes transnationales, tout ça n'est pas bien défini. Alors qu'est-ce que c'est une liste transnationale? Là, on va perdre, pour que les gens soient très, très au fait et comprennent. Alors, on nous parle d'une liste. Alors, on parlait de listes transnationales par parti au niveau européen, pour avoir des listes européennes. Maintenant, on nous parle de listes nationales. À un moment donné, on nous parlait de listes régionales qui colleraient sur les nouvelles régions. Bon, je crois qu'on va, semble-t-il, vers des listes nationales. Après, bon, je ne suis pas dans les confidences, mais je crois que, en tout cas, il faut rapprocher l'échelon européen du citoyen si on veut réussir la construction européenne. Donc, il est clair que le premier challenge de La République En Marche sera d'avoir un positionnement clair sur les élections européennes. Bon, compte tenu que nous sommes les seuls à parler, comme je l'ai dit, positivement et à avoir des résultats au niveau européen, je pense qu'on devrait être audible sur ce sujet. Après, votre question sur les municipales. Vous savez, moi je suis un homme de la campagne. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc et pourtant, il faut travailler. Benoît Simian, vous n'ignorez pas que dans tous vos camarades d'En Marche ne parlent que des municipales. Tout le monde a le regard là-dessus déjà. Aujourd'hui, dans un certain nombre de conseils municipaux, il y a des conseillers municipaux qui sont En Marche. Bah, peut-être pas tant que vous l'auriez espéré quand même, parce que les municipales ont montré qu'il n'y a pas eu de bascule. Les municipales, pardon, les sénatoriales ont montré qu'il n'y a pas eu de bascule. Les sénatoriales, il n'y a pas eu de bascule, il y a eu un certain nombre de maladresses et il ne vous a pas échappé que les sénateurs sont élus par les grands électeurs, donc les maires, les conseillers, les adjoints, les conseillers municipaux. Donc, mais dans ce vivier-là, vous n'avez pas encore eu des retournements de veste encore suffisamment. écoutez, ils sont en tout cas, ils travaillent, ils sont dans un certain nombre de comités, ils sont peut-être pas affichés, identifiés, mais je peux vous assurer qu'ils existent. Voilà, donc la recomposition est en train de germer. On a un bon terreau, je dirais, pour aller vers les municipales sereinement.
Donc, est-ce qu'il y a déjà un calendrier d'arrêté pour commencer à réfléchir à tout ça avec des constitutions de liste? Je rappelle, on fait de la politique fiction là quand même, on est bien d'accord. On est sur 2020, mais les choses vont se mettre en place quand même très vite. Il y a un congrès à Lyon donc, qui va se tenir pour évoquer tous ces sujets. Donc, bien entendu, on y travaille. Et comme je l'ai dit, tout ça va se structurer tranquillement pour aller sereinement vers des élections municipales. Semble-t-il, nous aurons le même processus que pour les élections législatives avec un comité qui travaillera sur des investitures avec des profils adaptés au territoire. Je crois que tout ça va dans le bon sens pour éviter qu'on ait des barons locaux qui désignent c'est vraiment ici et là. l'obsession d'En Marche d'avoir des baronnies, de retomber dans ce système-là? Voilà, je crois que ce que les Français attendent, c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Et ça a été fortement exprimé dans les urnes lors des dernières élections. Donc il faut écouter cela et tous ensemble construire dans cette direction les échéances à venir. Eh bien, parfait. Merci Benoît Simian d'être venu sur le plateau de TV7. Je rappelle que vous êtes député de La République En Marche du Médoc, ancien maire de Ludon-Médoc. Toujours au conseil municipal. Et toujours conseiller municipal. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. On parlera peut-être sans doute de politique ou toute autre chose. Merci. Merci.